Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue à la découverte d'une personnalité que vous pensez peut-être déjà connaître. Et ce soir, nous recevons une femme passionnée, seule commissaire priseur de Martinique. Elle manie son marteau au service des objets de notre patrimoine et de leur histoire. Maître Hélène Martin, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie. Avec grand plaisir. Alors non, votre profession ne se résume pas au fameux adjugé vendu. Nous allons d'ailleurs le découvrir grâce à vous, mais avant, nous allons revenir aux origines d'une véritable passion pour les reliques, les petits trésors à dénicher au fond des greniers. Vous êtes la troisième enfant d'une fratrie nombreuse. Votre maman est martiniquaise, votre papa est vendéen. Et jusqu'à vos 6 ans, vos parents vivent en Vendée. Et c'est d'ailleurs dans la grande maison de vos grands-parents paternels que vous découvrez une myriade d'objets et de bibelots restés un peu dans leur jus. Et là, on peut le dire, à ce moment-là, un nouveau monde s'est offert à vous. Expliquez-nous justement cette rencontre avec ces fameux objets. Oui, alors les liens familiaux étaient très forts, donc quasiment tous les week-ends, mon frère, ma sœur et mes cousins, on se retrouvait dans cette grande maison occupée par ma grand-mère. Je n'ai pas connu mon grand-père, qui était médecin du village. Et effectivement, dans cette grande maison, où il y avait eu 8 enfants, il y avait presque une vingtaine de pièces. Donc ça allait de l'atelier photographique au sous-sol, au cabinet du médecin, en passant par le grand séjour avec des tourne-disques d'époque, une télévision en noir et blanc que j'ai toujours connue, des lustres et puis de l'argenterie qui était soigneusement gardée dans des vieux buffets. Alors que vous avez 6 ans, votre maman, qui est ancienne, qui était militaire, obtient sa mutation pour rentrer en Martinique. Et en revenant au pays, vous ne retrouvez pas cette culture en fait, des objets aussi précieusement conservés, celle qui a baigné vos premières années. Et là, il y a un manque qui s'installe. Oui, il y a même un choc par le vide. Parce que c'est vrai que quitter la Vendée pour retrouver du coup les racines martiniquaises, alors oui, il y a eu tout ce contact humain. Mais au-delà de ça, j'ai quand même cherché à retracer cette histoire familiale, cette histoire maternelle aussi, à travers les objets. Et là, j'ai été confrontée à cette lacune, tout simplement. Et la frustration est d'autant plus grande que vous m'avez dit que votre grand-père maternel était contremaître sur une habitation dans le sud de l'île, c'est bien ça? Oui, alors du côté de ma maman, on est vraiment sur des origines familiales côté montagne du Vauclin, dans une ruralité qui est très profonde. Et puis effectivement, moi j'ai connu mon papy avec la maison feuille de tôle, vraiment le plus rudimentaire possible. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas cet attachement aux objets, il n'y avait pas la vie matérielle comme on pourrait la connaître dans d'autres strates sociales finalement. Donc effectivement, c'était plutôt les histoires orales qu'on nous racontait. C'était l'oralité. Alors, deuxième électrochoc, vous êtes en classe de CM1 et votre enseignante de l'époque emmène toute la promotion mener des fouilles au niveau de la cathédrale de Saint-Pierre. Et vous m'avez expliqué à l'époque c'était totalement subversif d'emmener des écoliers fouiller leur passé finalement, fouiller l'histoire martiniquaise. Alors, ce dont je me souviens, c'est que Madame Jeanne Théotise, ça me reste encore, oui, effectivement, classe de CM1 à l'école de Lompré, au Lamentin, a insisté auprès de tous les parents d'élèves et de toute l'école pour que nous, écoliers, on puisse avoir tout simplement des repères historiques et géographiques de notre Martinique. Et donc, elle a insisté pour qu'on puisse faire cette classe de patrimoine qui a été faite sur une semaine à Saint-Pierre, avec des archéologues, des échanges avec l'école primaire à Saint-Pierre. Et donc on a eu cette chance de pouvoir déterrer des vieux objets, de pouvoir vraiment avoir cette terre friable entre les mains et de retracer une histoire, celle de l'éruption de 1902, et puis aussi de nous projeter dans cette histoire. Pourquoi c'était compliqué justement à l'époque? Pourquoi est-ce que cette enseignante a dû insister pour lever aussi la réticence de certains parents et peut-être plus généralement de l'éducation? Je pense, et ce n'est que mon avis, qu'il y a eu tout simplement une volonté de sa part de préserver le programme scolaire qui était imposé et aussi de l'enrichir. Et je pense que l'enrichir sur une semaine qui normalement est dévolue, qui est consacrée à un programme officiel, je me mets un petit peu à sa place. Oui, parce que le programme officiel de l'époque qui est très européanisé, complètement, qui ne prend pas en compte nos spécificités antillaises. On n'avait absolument rien là-dessus. Donc c'est sûr que nos racines antillaises, martiniquaises,
on ne les avait pas. Je me souviens encore qu'elle débordait de son cadre en nous présentant des cartes des Antilles pour nous dire, vous devez, les enfants, savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous et où vous êtes. En tout cas, à l'époque, donc, vous vous passionnez pour l'histoire, vous envisagez plutôt d'abord une carrière d'archéologue, voire d'égyptologue, mais vous êtes à peine adolescente que vous vous dites déjà, vous avez le sentiment que l'on passe à côté de son histoire martiniquaise. Oui. Pourquoi le fait justement de ne pas avoir d'objets, de souvenirs qu'on peut toucher, qui sont matériels, en quoi ça vous fait passer à côté de votre histoire ? Parce que déjà, à ce moment-là, j'ai fini par comprendre que l'objet, même s'il a sa fonction, que ce soit à une époque ou actuelle, l'objet, en fait, c'est vraiment un lien. C'est un lien qui permet tout simplement de se situer et de savoir où on est et je pense qui on est. J'avais été assez choquée de voir que, à mon sens, il n'y avait pas assez de vestiges archéologiques, il n'y avait pas suffisamment d'historiographie autour des objets du quotidien qui traversaient toute la période connue après les Amérindiens et toute la colonisation. Et je regrettais déjà à cette époque-là qu'on n'ait pas des sortes de période room, parce que déjà dans la cour de récré, moi je le ressentais aussi, on ne me voyait pas comme une enfant métisse. Quand on voyait ma mère, tout le monde s'interrogeait. Oui. Était-ce votre maman ? Voilà, elle a la peau foncée, les cheveux crépus, donc effectivement on s'interrogeait. Et finalement, moi je trouvais que l'objet permet justement d'ouvrir son regard, de comprendre d'où on vient, et puis aussi d'échanger avec l'autre. Vous êtes passionné d'histoire, mais c'est en master de droit à l'Université des Antilles que vous poursuivez vos études. Et vous êtes en première année lorsqu'un cours d'institution judiciaire vous offre l'autre déclic, à savoir lequel ? Eh bien, la profession de commissaire-priseur. Très simplement, le professeur, à cette époque, je crois qu'on était en 2004, c'est ça, dernier trimestre 2004, le professeur énonce toutes les grandes professions juridiques et judiciaires. Donc on a avocat, on a magistrat, on a huissier de justice, et puis on arrive tout à coup à commissaire-priseur. Et contrairement aux autres professions, où là il y avait véritablement un bon 20 minutes sur chaque profession, tout à coup commissaire-priseur, ça s'est résumé à professionnel qui exerce territorialement, qui fait des inventaires et des ventes aux enchères. Point à la ligne. Mais ça vous a suffisamment intrigué pour avoir envie de fouiller, justement, sans mauvais jeu de mots. Oui, mais c'est exactement le même cas que pour les objets, c'est-à-dire que quand je sens une lacune, il y a quelque chose qui manque, je vais chercher. Je vais chercher l'information. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette profession ? Qui, en Martinique, fait des ventes aux enchères ? Ça me rappelle l'archéologie, on dirait que c'est un petit peu de la recherche, un petit peu de la sociologie en même temps. Et puis après, voilà, je me suis un petit peu formée sur le tas. Vous êtes formée, alors effectivement, ensuite licence d'histoire de l'art à la Sorbonne, puis école du Louvre. Les études pour devenir commissaire-priseur sont particulièrement longues et difficiles, d'autant qu'à l'époque, on ne vous prend pas trop au sérieux. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous êtes antillaise et on ne mise pas beaucoup sur vous dans ce milieu-là. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'avant de quitter le campus de Schellcher, puisque j'ai fait mon Master 2 de droit, j'ai souhaité rester au moins une année de plus pour embrasser l'histoire de l'art local. Mais à cette époque, la filière n'existait pas. Donc, j'ai dû malheureusement postuler à Paris, donc École du Louvre ou Sorbonne. C'est finalement la Sorbonne qui m'a acceptée en premier. Et j'ai cherché tout de suite des ramifications autour de l'histoire des Antilles, de la Martinique, je n'ai pas trouvé. Mais l'adaptation a été compliquée. Oui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous ne maîtrisez pas sur le bout des doigts l'histoire des châteaux de France et pourquoi finalement il y a une espèce de dissonance entre la culture de vos camarades aussi, j'imagine, de promotion et la vôtre. On vous a même d'ailleurs conseillé de cacher vos origines pour réussir dans ce milieu. Oui, on m'a conseillé de les cacher, de ne pas m'exprimer sur ma famille maternelle, de ne pas trop en dire, puisque le milieu était considéré à l'époque, alors on parle d'il y a 10-15 ans, le milieu était quand même relativement conservateur, il ne fallait pas trop se montrer, pas trop dénoter aussi. Et déjà que je n'avais pas la culture de tous les châteaux de France. Oui.
Alors, ce qui ne vous empêche pas, quoi qu'il arrive, de réussir et de prêter serment le 24 février 2017 au tribunal de grande instance de Fort-de-France, devant des magistrats, le représentant du procureur de la République, devant votre famille aussi. D'ailleurs, on va apercevoir une photo avec vos parents. Vous, on l'a compris, vous avez quand même dû dépasser certains obstacles qu'on aurait pu vouloir mettre sur votre route. C'est aussi une fierté pour vos parents ? Oui, oui, parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Ils ont été au courant de toutes les galères possibles et imaginables depuis le début des études et même après, puisque finalement la vie professionnelle a commencé à partir de cette nomination. Et oui, ils savaient bien que le parcours ne serait pas facile. Sur le papier, seul commissaire-priseur de Martinique. En réalité, beaucoup d'enjeux. Tout un contexte qu'à l'époque je ne connaissais pas, et puis surtout on est sur une île. Et j'allais même rajouter, votre nomination était un événement car cela faisait 30 ans que l'île n'avait pas eu de commissaire-priseur. Oui, donc on peut dire que vous étiez peut-être aussi attendu au tournant. Alors attendu, je ne sais pas, mais parce que je n'ai pas connu le précédent commissaire-priseur. Toujours est-il que c'est sûr que la culture des enchères n'avait absolument rien à voir en 2017 en Martinique avec ce que j'ai pu connaître dans mes années de formation dans l'Hexagone. C'est ça, parce qu'en plus à l'époque, quand vous partez pour suivre vos études dans l'Hexagone, vous vous dites « je vais m'y établir ». Vous ne pensiez pas forcément revenir au pays. Finalement, le manque du pays se fait cruellement sentir d'année en année. Puis vous vous dites aussi, il faut que je revienne pour combler un vide. Combler le vide de cette fonction qui aujourd'hui n'est pas pourvue en Martinique et peut-être aussi combler le vide de cette culture de vente aux enchères qui n'était pas présente. Oui, alors j'observais de très très loin. C'est vrai que j'étais partie avec vraiment cette volonté de m'adapter, de trouver un poste et puis une entreprise qui soit vraiment à même de m'accueillir, déjà en termes de personnalité et puis aussi par rapport au travail. Donc effectivement, je me disais dès le départ, commissaire-priseur, avec tout ce qu'on nous demande d'apprendre, des objets du quotidien en passant par les objets qu'on peut voir dans des musées et aussi le matériel professionnel et tout ce qu'on peut voir finalement dans la vie d'aujourd'hui, je me suis dit, les plus beaux débouchés, ce sera forcément sur le continent. Et les années passant, je me suis dit, finalement, ce serait bien de rentrer. En Martinique, il y a quelques ventes qui se font, mais les ventes se font principalement sur des véhicules ou du matériel. Et plus les années passaient, plus je mûrissais, je me disais, mais il n'y a pas que ça. On a bien plus que ça à offrir et à montrer, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, mais aussi au monde. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une commissaire-priseur généraliste ? Ce serait le bon terme, justement, par rapport au fait que vous êtes amené en fait, à traiter tout type d'objet, du plus rare au plus commun ? Oui, c'est le but de la formation que nous avons reçue. C'est vrai que ce sérail des commissaires-priseurs a la chance d'avoir été tutoré par des commissaires-priseurs déjà en poste et on fait de nous vraiment des généralistes de l'objet, de l'expertise. Donc c'est vrai qu'un groupe électrogène puis une bague avec un solitaire en diamant, on n'a pas le temps de réfléchir, on doit tout de suite se situer et évaluer l'objet. Vous faites régulièrement le grand écart. D'ailleurs, on peut souligner que dernièrement, vous avez mené les ventes aux enchères liées à l'hôtel Batelière. On a beaucoup aussi suivi dans l'actualité ce dossier. Est-ce que, alors, il y a 15 ans, quand vous avez entrepris vos études, les enchères étaient peut-être encore balbutiantes en Martinique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Vous me disiez aussi, parce qu'on a été formaté pour consommer du neuf. C'est aussi pour ça que c'est compliqué ici. Le marché de la seconde main est encore... On était encore, en tout cas, à ces balbutiements. Où en sommes-nous aujourd'hui en 2025 ? Je vois une réelle évolution entre le moment où je me suis installée et aujourd'hui, donc plus 8 ans. Je vois qu'effectivement, à mes débuts, c'était compliqué d'intéresser une clientèle qui trouve quasiment tout à l'état neuf. Et je pense aussi que beaucoup de choses ont été faites pour qu'en Martinique, on puisse se consacrer au neuf. Et qu'on ne considère pas justement le marché de l'occasion à sa juste valeur. Alors du coup, il a fallu dépoussiérer un petit peu tout ça, donner envie, rajeunir la clientèle, montrer qu'on pouvait avoir aussi de l'imagination autour d'un objet. Parfois, ça m'arrive même souvent de vendre un objet et les gens me disent « oui, mais on ne va rien en faire, enfin il a déjà servi, il est presque en fin de vie ». Je fais « mais non, mais soyez imaginatifs, on peut peut-être en trouver un autre usage ». Et là, les gens se regardent et me font «
ah bah oui, effectivement, on peut peut-être faire ci, ça, ça. Voilà. Et quand vous dites un autre usage, ça peut être de la déco, par exemple, ça peut être... Complètement. Oui, complètement. On peut vendre, par exemple, un lit un petit peu passé, qui serait début 20e, de la facture martiniquaise, vraiment. Et puis, on pourrait se dire, ah ben non, il est en fin de vie, terminé. Et là, tout à coup, on a quelqu'un qui dit, ah, non, effectivement, on peut en faire une banquette, on peut la lazurer, on peut faire quelque chose, et puis ça repart. Et vous voyez justement la fréquentation augmenter aussi d'année en année, de personnes qui viennent aux ventes aux enchères Oui. Là où je suis très heureuse, c'est d'avoir effectivement rajeuni cette clientèle qui se faisait un petit peu aussi vieillissante, d'avoir engagé aussi des nouvelles thématiques et puis d'avoir aussi des nouveaux clients. Effectivement, on peut le dire, vous dépoussiérez l'image un peu surannée qu'on peut encore avoir du commissaire-priseur derrière son pupitre. D'ailleurs, vous avez toujours votre marteau, vous êtes obligé, mais vous avez rarement le pupitre. On va pouvoir l'apercevoir sur quelques photos que vous voulez bien partager avec nous, puisque en fait, vous menez des enchères un peu partout sur l'île. Je vous ai vu, il suffit d'une barrière Vauban, du moment que vous avez quelque chose pour taper avec votre marteau, ça peut le faire. Il n'y a pas forcément obligation d'un cadre très officiel, d'une salle très officielle. Oui, c'est vraiment une profession de l'adaptabilité. En fait, on a des objets à vendre, ça peut vraiment être tout et presque n'importe quoi. Et en fonction du lieu, il n'est parfois pas possible de changer d'endroit. Pour des raisons logistiques, pour des raisons de coût aussi. Je pensais par exemple au matériel agricole, ça peut être le cas ? Oui, exactement. Par exemple, un matériel agricole, quand on a l'exemple type d'une exploitation de bananes, on ne peut pas déplacer les convoyeurs aériens, on ne peut pas déplacer la benne de réception, on ne peut pas forcément déplacer les tracteurs. Donc oui, il faut savoir s'adapter, il n'y a pas de pupitre, on est dans des herbes hautes, il y a parfois de la végétation, il faut ouvrir des conteneurs, donc il faut être tout terrain. Il y a une dimension aussi, je dirais, sociale. Est-ce que parfois, ce n'est pas difficile parce que vous vendez aussi des objets d'entreprises qui se sont retrouvés en difficulté, dont les biens ont été saisis. Ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie de votre quotidien ? Oui, ça fait partie du quotidien. Alors, ce genre de situation arrive malheureusement quand des difficultés de trésorerie ont fait surface pour les entreprises et lorsqu'une décision de justice intervient pour trouver une solution. Donc, la solution, c'est de faire en sorte que les dettes soient moindres, qu'elles puissent diminuer. Et l'un des moyens d'arriver à ce résultat, c'est effectivement de songer à une vente. Donc, la vente aux enchères fait partie de ces cas de figure. Et pour qu'elle soit optimale, pour qu'on puisse essayer d'en tirer le plus possible, il faut qu'elle soit publique, d'où la publicité des ventes. Alors, votre marteau peut aussi être créateur de liens sociaux, puisque vous ne refusez jamais d'animer une vente caritative, des ventes de charité. Et d'ailleurs, je précise que vous ne prenez pas de commission dessus. Donc, à noter. Ça fait aussi vraiment partie de votre sacerdoce, si je puis dire aussi. Vous en animez d'ailleurs régulièrement des ventes aux enchères caritatives ? Oui, c'est très, très fréquent. Alors, on n'en fait pas la promotion parce que j'estime qu'on n'est pas là pour surfer sur une quelconque communication et la ramener à nous. Simplement, je pense que c'est vital dans notre société d'apporter notre soutien à des organisations, des associations, des clubs-services qui font en sorte d'apporter une meilleure vie à des personnes qui sont dans le besoin. Ce sont eux qui viennent vous démarcher ? Oui. Et puis parfois ça part de rencontres hasardeuses, opportunes, et puis ça fonctionne, un projet se met en place. Effectivement, le marteau sert à lever des fonds qui sont intégralement transmis aux organisations qui vont pouvoir mettre des moyens en place et organiser un mieux vivre ensemble. Vous êtes également intéressé depuis quelques années à un autre pan de l'histoire martiniquaise, le rhum. Le rhum et les spiritueux. Vous avez été la première à digitaliser les ventes du patrimoine rhumier, ce qui permet à des collectionneurs et des distilleries d'ici, mais aussi du monde entier, d'acquérir du coup des pièces vraiment très rares. Là aussi, il y avait un vide à combler. Oui, un énorme abysse, on peut le dire. Ça remonte même aux années de formation. Quand j'étais stagiaire commissaire-priseur, il m'arrivait de participer en tant que stagiaire à des ventes de spiritueux. Donc c'est tout ce qui est alcool, liqueur et principalement de vin. Oui. Alors dans ces ventes de vin apparaissaient parfois quelques bouteilles de rhum et je constatais que le rhum n'était pas compris
était malheureusement décrit sommairement. Après, de mon point de vue d'antillaise à l'époque, je ne pouvais pas trop en vouloir à mes pairs, ni aux experts aussi des ventes, puisqu'ils ne faisaient pas forcément le déplacement dans nos îles, ils n'avaient pas forcément cette culture, c'était beaucoup plus viticole. Et là, je me suis dit... C'était vendu au rabais également, C'était vendu au rabais. C'était vendu au rabais, sauf quand il y avait déjà un collectionneur dans la place qui voyait tout l'intérêt d'une bouteille et qu'il rentrait en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. Ça contribue aussi à la promotion un peu plus générale aussi de ce qu'on appelle le spiritourisme, donc à la promotion de notre île et de ses savoir-faire. Oui, je l'espère en tout cas. J'espère qu'à travers les ventes, on amène une autre lumière. Puisque dans les catalogues, on s'efforce de donner des éléments de contexte, des éléments d'histoire autour de chaque bouteille, autour de chaque cuvée, parce que je pars du principe qu'on ne vend pas seulement un flacon avec un alcool dedans, on vend bien plus que ça, en fait. On vend vraiment un pan de notre histoire et surtout, aujourd'hui, c'est une forme, à mon avis, de réconciliation. Enfin, je rappelle quand même, mon papy était contremaître sur une habitation. Oui, vous êtes vous-même au carrefour de ces histoires. Voilà, on est aussi au carrefour de tout ça. Et aujourd'hui, quand on voit tout le génie qui est mis en place dans le monde du rhum, la discrétion de toutes ces personnes qui participent à ce renouveau du rhum et qui maintenant j'ai envie de dire que tout simplement, on le voit partout maintenant. On le voit partout en termes de promotion dans le monde entier. Où avez-vous vendu le plus loin lors de l'une de ces ventes, justement? Alors, est-ce que vous vous souvenez? Vente de rhum ou vente de manière générale? Alors, j'aurais dit vente de rhum d'abord. Vente de rhum le plus loin en Guadeloupe. En Guadeloupe? En Guadeloupe, voilà, j'ai été sollicitée pour vendre en Guadeloupe pour un club service, une vente caritative. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, on remet ça. Et si justement, enfin, par rapport aux collectionneurs qui ont déjà justement acheté, est-ce que vous savez où partent après les... Oui, tout à fait. On a des bouteilles qui partent en Europe, aux États-Unis. Oui, effectivement, à Singapour aussi, c'est arrivé. D'accord. Oui, donc ça a quand même bien voyagé. Vous êtes également aussi vous intéressez aux bijoux traditionnels. Là aussi, vous m'avez expliqué que ce n'était pas forcément toujours bien référencé, que ça vous arrive aussi de mener des inventaires chez des particuliers qui n'ont pas conscience en fait des petits trésors qu'ils détiennent. Et je ne parle pas uniquement de l'aspect financier. Je parle aussi justement de toute l'histoire attachée, en l'occurrence, aux bijoux. C'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on a une histoire du bijou qui est très peu documentée et pourtant qui le mériterait. Alors heureusement, il y a quelques personnes qui essayent de sauvegarder les savoirs et aussi les histoires autour de nos bijoux parce qu'on a vraiment une manufacture très particulière, énormément d'emprunts et de réinterprétations. Il y en a même qui nous viennent du Maghreb. Et en fait, on ne se doute pas de toute la richesse et vraiment de toute la complexité des pièces qu'on peut avoir. Et c'est vrai que j'en croise très souvent et je suis souvent époustouflée. La plupart du temps, ce sont des pièces qui restent dans les familles. Et j'encourage vivement à ce que ce soit sauvegardé et non pas fondu. 8 ans après, vous diriez que ça y est, vous avez fait votre place justement en tant que commissaire-priseur en Martinique, même s'il a fallu peut-être un petit peu batailler au départ pour vous imposer dans ce monde encore très masculin. On ne va pas se mentir. Oui, il y a une évolution, oui. Il y a une évolution, c'est assez sûr. Je ne suis pas la même qu'en 2017. On continue, on essaie de toujours avoir la passion du métier et puis d'être au plus proche surtout de nos compatriotes martiniquais. Vous avez aussi une autre ambition qui dépasse les frontières de la Martinique. Alors on l'a dit, développer la connaissance des objets, maîtriser la dynamique des marchés, ce que vous faites déjà très bien ici. Mais ça, vous souhaiteriez l'étendre à la Caraïbe. C'est bien ça ? Alors l'avenir nous le dira si on réussira. En tout cas, c'est sûr qu'on a cette disponibilité, on est proche déjà de la Guadeloupe et puis des autres îles françaises. Il y a aussi un réel besoin. Il arrive que je sois demandée pour faire des inventaires à la demande de particuliers. Donc comme quoi, les inventaires ne se font pas toujours sur fond de conflits ou de difficultés. Et je constate qu'effectivement, ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien, ça leur fait du bien de savoir ce qu'ils ont entre les mains, combien ça vaut et ce qu'ils peuvent en faire. Autre ambition, j'imagine, c'est aussi peut-être de susciter des vocations chez la jeunesse martiniquaise que peut-être
d'autres jeunes soient aussi inspirés par votre propre parcours, qu'ils se disent déjà d'une part qu'il est possible d'embrasser cette profession, mais aussi qu'il est surtout possible de l'exercer au pays? Oui, au-delà de ma profession, je pense qu'il est surtout important de montrer que même quand on ne vient pas d'un certain milieu, même si on n'a pas forcément d'attache ou de référent dans un milieu professionnel, quand on a l'envie, quand on a le sérieux et quand on comprend dans quel monde on évolue, là, je pense que toutes les portes peuvent s'ouvrir. Écoutez, ce sera le très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Hélène Martin, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur votre profession. J'espère que vous-même, chers téléspectateurs, vous en avez beaucoup appris ce soir. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine à la découverte d'une nouvelle personnalité.